Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Où on traite de l'actualité de la semaine. Et cette semaine, Patrice Bouchard, enseignant en sciences politiques et gars extraordinaire, est avec moi pour nous éclairer de sa sagesse légendaire. Bonjour Patrice! Salut! Je Ça va bien? Je suis pas très sage, mais ça, c'est une autre histoire. Non, j'aime ça flatter mes panélistes. Tu me mets de la pression. Ben, je vais te mettre de la pression en commençant parce que je vais te lancer avec l'actualité. Premièrement, Zoo de Saint-Félicien. Investissement majeur, 25 millions, 26 millions même? Oui. 26 millions pour le zoo. On va faire, entre autres, un parcours de nuit au zoo. Je n'ai pas trop compris l'ensemble du il y a beaucoup de choses. millions. Beaucoup de choses. D'abord, je pense que c'est quelque chose comme 80 de la valeur du projet. C'est un projet de 32,5, mais l'annonce de Québec, ce que j'ai compris, couvre environ 80 de la somme, donc 26 millions. Je pense que c'est sur 5, voire sur 6 ans. En fait, là, je crois que le projet est sur 6 ans, mais la contribution de Québec sur 5. Autrement dit, la différence, c'est le zoo qui doit aller solliciter le milieu régional pour la différence. Ils font quand même des sous. Ils seront pas capables de se payer ça un peu? C'est pas si simple. C'est que l'affaire, c'est que pour que... Mettons que tu as 170 000 visiteurs par année, et le zoo, ben là, tu es dans le tourisme. Alors, ça prend beaucoup de renouvellement pour soit le maintenir, voire augmenter ton nombre de visiteurs. Le but de toute cette belle opération est de passer de 160 à 200 000 visiteurs sur une base annuelle. Okay. Et il faut comprendre que déjà, présentement, c'est environ 37 des visiteurs qui sont européens. Oh, européens, OK. Donc, il faut comprendre que on passe d'un 50 millions de retombées à... excusez, on veut passer d'un 30 à 50 millions de retombées. Alors, c'est beaucoup de sous. Alors, on peut penser que, par exemple, si on atteint l'objectif, c'est-à-dire de 160 à 200 000, ben non seulement les retombées vont être au rendez-vous, mais le 26 millions dans 5 ans est amplement payé. Alors, parce que là, ça, c'est une subvention, 26 millions. Oui, c'est pas un prêt, là. Okay. C'est pas un prêt. Oui, le parcours nocturne. Oui, j'ai lu un peu un parcours en soirée, mais de type multimédia. On a déjà donné un mandat, d'ailleurs, à une firme spécialisée de l'extérieur qui va, je pense, on parle d'un parcours d'1,5 km, quelque chose comme ça. La zone de l'Arctique, l'ours polaire, va être complètement modifiée. On y intègre une maternité. Phoques et renards arctiques cohabiteront. Une nouvelle passerelle qui va partir du Boréalium pour se rendre. Alors, plutôt que de descendre, de faire le tour là, pour les habitués. Oui. Mais là, c'est une nouvelle passerelle. Des habitats, des nouveaux habitats pour carcajou, volières, castors. Bref, c'est une grosse affaire. Rappelons-nous, il y a plusieurs années, maintenant, on a dit on enlève les animaux exotiques. Ouais. On va y aller avec les animaux d'Amérique du Nord. En fait, le concept, c'était la Boréalie. Tranquillement, pas vite, après ça, on a ajouté d'autres choses, là, comme les tigres, les macaques, les chameaux, la Mongolie, etc. On s'est aperçu finalement, la Boréalie, c'est pas rien qu'en Amérique du Nord, hein, fait le tour de la planète. Ouais. Mais et là, ça semble acquis, on est heureux de tout ça. Il y a eu quand on regarde les 10 dernières années, c'est quand même incroyable ce qu'on a fait avec ce zoo-là. Bien, j'ai d'ailleurs vu, à l'époque où j'habitais en France, un article qui nous disait que le top 10 zoos au monde, puis le zoo de Saint-Félicien se retrouvait là-dedans. Puis c'était, ben oui, parce qu'il est proche de la nature, parce qu'on a l'impression d'être dans la nature plutôt que les animaux en cage, etc. Puis c'est toujours de pousser cette expérience-là. Mais au début, rappelez-vous, il y avait des gens sceptiques. Hein, la personne qui va aller voir la girafe et l'hippopotame, elle était bien triste de ça. Ben, finalement, à cette heure, elle va agrammer, là, puis elles vont au parc safari, je veux dire. Mais bon, mais de toute façon, l'idée est, est-ce que ça a du bon sens? Moi, je pense que oui. De toute façon, on le sait, là, il y a ce moteur touristique, mais encore faut-il se mettre au goût du jour. Tu sais, puis le zoo, là, en tout cas, j'imagine, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas impliqué à ce niveau-là, mais pas du tout. Mais j'imagine que lorsqu'ils ont arrêté leur projet, ils sont allés par focus group, ils analysent des choses, ils valident, ils vont voir des tendances. Ouais. Puis c'est normal, hein? C'est comme un festival. Un festival peut fonctionner 7, 8, 12, 15 à m'amener, ça plante. Hein? C'est cyclique. Les sites touristiques aussi. Ils ont besoin de se renouveler. Puis, mais ils ont essayé beaucoup de choses ces dernières années, entre autres un zoo l'hiver, on a vu l'envers du zoo, tu sais, aller voir comment ça fonctionne au niveau de la clinique vétérinaire. Bien, comme là, cet été, ça recommence. Là. Cet été, il y aura tu peux aller en arrière, si tu veux, de la vitre ou pour assister. Je voyais qu'on met beaucoup aussi, en tout cas de plus en plus, l'accent sur les camps pour les jeunes. D'ailleurs, je pense même inscrire une de mes filles à un camp
à la limite, on se transforme, sans dire en mini-vétérinaire, mais c'est tout près, là. C'est vraiment très... En tout cas, selon le site Internet, les informations qu'on y trouve, c'est très bien fait. Le zoo l'hiver, finalement, le bon coup, c'était de dire, hey, on a un passeport. Tu sais, pour les familles du coin, ça a augmenté l'achalandage. La visite vient, on y va avec eux. Ça a emmené un autre type d'achalandage. Ces gens-là, ils ne seraient pas allés au zoo sinon. Oui, parce que ça reste une activité relativement dispendieuse quand tu as une famille. Oui, bien alors à 120, moi, on est 5 chez nous, là, à 120 ou à 115 ou à 120 annuellement, c'est une visite, c'est réglé. Ouais. Et là, il y a de la parenté ou de la visite qui s'annonce l'été, on les accompagne. On y réfléchit pas, je veux dire, oui, on y va, tu sais. Tandis que s'il fallait y aller à chaque fois que la visite qu'on reçoit veut y aller, ça nous coûterait cher de Mais c'est ça, je veux dire. Alors moi, je pense que les dernières années, ils ont vraiment bien ciblé le truc. Et c'est normal, ça continue, on se remet en question. Il y a eu des nouveaux trains, rappelez-vous. Toute la gare qui a été refaite aussi. Alors, non, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est juste que, et là, j'entendais dans l'auto en m'en venant, il y a des gens qui disent, dans le milieu des garderies, puis là, il faut faire attention. OK? Il ne faut pas tomber dans le populisme, là, puis dans les comparaisons boiteuses. Mais il y avait des gens qui disaient, moi, aujourd'hui, je viens d'avoir la confirmation qu'on coupe 80 000, qu'on va avoir de plus en plus de difficultés à désinfecter des jouets, puis on a moins d'éducatrices, mais les ours polaires vont avoir un nouvel habitat, une maternité. Bon. Mais je comprends cette réflexion-là de dire... Oui, mais en même temps, il faut qu'on... D'abord, je veux dire, c'est pas le même ministère, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas... Tu sais, c'est comme quand je te dis, j'ai pas d'argent pour mettre de la nouvelle gravelle ou de l'asphalte dans telle rue, mais on rénove une piscine. Là, tu pourrais dire, ben là, on peut-tu avoir des chemins qui ont du bon sens? Oui, mais c'est deux affaires. Je comprends que c'est deux affaires, mais moi, je comprends aussi la petite famille qui dit, hey, là, le coût de la vie me coûte de plus en plus cher, on a de la misère à être capable de travailler, d'avoir un emploi, tout coûte plus cher. Puis, une institution comme le zoo, là, qui fonctionne déjà bien, se voit octroyer autant d'argent. C'est sûr qu'on peut avoir cette réflexion-là sans... Ah, mais le zoo tout seul ne pourrait pas développer. Penses-tu, toi, que la grande bibliothèque de Québec de Montréal aurait vu le jour? Penses-tu que le Palais Montcalm? Penses-tu que... Je suis d'accord. Toutes ces grandes institutions culturelles-là, à Montréal, à Québec ou dans d'autres régions, si tu n'as pas le coup de pouce pour la mise aux normes, pour le développement, mais après ça, par contre, faire ses frais... puis la gestion annuellement et remplir son rôle. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je dis juste que pour monsieur et madame tout le monde, des fois, ça peut être normal de penser, mon Dieu, tu sais, nous, là, notre organisme, on aura besoin de 50 000 $ par année qu'on s'est fait couper, puis là, on va investir autant. Je pense que le questionnement, il n'est pas anormal, mais je suis d'accord avec toi que ça prend des projets, ça prend des moteurs. Ça, c'est un peu notre diamant, notre bijou. La grille d'analyse, d'après moi, elle est assez simple. C'est qu'on n'a pas d'argent. Puis si on l'investit, on veut que ça rapporte un maximum. En mettant ça dans le tourisme, en augmentant le nombre de visiteurs, c'est que tu augmentes l'argent neuf qui rentre. Parce qu'il ne faut pas se compter de peur. Là. Pour amener de l'argent là, dans notre milieu, tu as à peu près 4 façons. Tu as la façon industrielle, classique. Tu as la façon touristique. Puis pour une ville, par exemple, tu as les taxes foncières, puis tu as le commercial, le service. Mais il y en a un qui amène vraiment de l'argent neuf, qui est moteur. C'est l'industriel ou ce qui tourne autour de ça. Puis après ça, c'est le tourisme. Sinon, les autres, c'est des sommes d'argent qui sont ici puis qui dépendent de l'activité. Alors, moi, je pense que le raisonnement gouvernemental, il est là. Après ça, ce qu'on voit aussi, c'est que Philippe Couillard, ce matin, disait en entrevue à Radio-Can, il y avait un sommet régional, un sommet socio-économique, 16 tables, une affaire de même, avec des priorités. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que les annonces en lien avec ces tables-là vont commencer à se multiplier. Je vous rappelle, on va se rapprocher des élections. Oui, puis d'ailleurs, on va reparler tantôt des élections partielles, parce que tu as se demandé pourquoi elles ne sont pas encore déclenchées. J'ai ma petite idée là-dessus, mais tu sais, après ça, mais c'est ça. Alors, puis on verra s'ils viennent de faire un renouveau remaniement. Tout ça est un peu combiné aussi. Ouais. Et c'est drôle parce que la semaine dernière, puis il y a 2 semaines, on critiquait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a eu au Lac-Saint-Jean depuis l'arrivée des libéraux? Ouais. Très critique envers le gouvernement Couillard, mais même M. Paradis qui s'en est permis
Il a critiqué les autres députés qui, dans le fond, je comprends pas là, toujours sa critique, parce que c'est comme s'il critiquait ceux qui étaient dans l'opposition, mais en ménageant ceux qui étaient au pouvoir. Je n'ai pas trop Mais en même compris. temps, quand t'es dans l'opposition, ton rôle est clair. T'es dans l'opposition. Ouais, tes mais possibilités sont moins grandes que quand t'es au pouvoir. En tout cas, c'est certainement un autre chemin qu'on doit emprunter quand on veut se faire entendre. Il faut parler fort, il faut des fois être imaginatif. Bon. Mais tout ça pour dire que je trouve que ça arrive à un drôle de beau moment aussi. Je crois pas que ça a été précipité à cause de ce qu'on a entendu il y a une semaine ou deux. C'est trop un gros dossier. Oui, c'est ça. Tu t'attaches pas ça à la dernière minute. Là, je veux dire, ça devait être entamé depuis un certain temps. Oui, et là, le timing était bon. Puis, mais c'est pour dire que ça fait pas juste des heureux, parce que tout à l'heure, j'entendais des gens critiquer. Puis là, dans le milieu touristique, c'est le zoo, mais c'est pas rien que le zoo non plus. Là, il y en a d'autres des milieux qui vont dire pourquoi nous, on l'a pas eu ou on a été coupé. Mais, comme je dis, il faut faire attention pour pas trop tomber dans ce piège-là. Il est un peu facile. Là. Non, je comprends, mais c'est vrai que la critique pour avoir travaillé dans le tourisme, elle peut être là, dans le sens où on met tous nos œufs dans la locomotive, qui est nécessaire, en fait, mais des fois, c'est les autres qui payent, qui ont de la misère à se développer à ce niveau-là. Et je voudrais te reprendre au niveau du sommet socio-économique. C'était son nom, mais c'était surtout un sommet économique, parce que les groupes socio-communautaires n'étaient pas tellement représentés. Même ils n'avaient pas accès. J'ai hâte de voir des mesures sociales. C'était un sommet politique et économique. Oui, mais j'ai hâte que le gouvernement Couillard fasse aussi des mesures sociales, parce que c'est important, on vit en société. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui, mais tu as raison, c'est vrai. Je t'amène à, tu l'as déjà abordé, les élections partielles dans le comté de Chicoutimi. On sait qu'il y a des Mireille Jean qui est déjà, qui veut être candidate. On a M. Bergeron aussi chez les libéraux. Oui, il y a plusieurs. Là. Du côté de Québec solidaire, il y a Pierre Desty. Oui. Pierre Desty, éternel candidat. Là, ce que je veux dire, on l'a vu à l'époque de l'UFP. Rappelez-vous, là, ça c'était avant Québec solidaire, avant Option citoyenne, l'UFP. Puis même à l'époque du rap qui appelait. En tout cas, ça fait. Je ne dis pas que lui a été pour le rap, mais je sais qu'il a été, je pense, pour l'UFP à l'époque. Mais après, il a été. Donc, il a fait longtemps qu'il est impliqué là, dans QS. Alors, on a Pierre Desty. On a, du côté du Parti québécois, il y a 3 personnes qui, pour l'heure actuelle, on dit, puis plus que de l'intérêt. Là. Mireille Jean a dit qu'elle avait rencontré... c'est officiel, Mireille Jean. C'est officiel. Bon, non seulement elle a rencontré des gens de l'exécutif, on a vu quand il y a eu, en janvier, le débat, pas le débat, mais le caucus du PQ dans le coin du Saguenay. Mireille Jean y était. Élise Gauthier, qui a été attachée politique pour Jean-Marie Claveau, qui a été impliquée au Bloc aussi, et qui a été candidate du Bloc. Mireille Jean, c'est une femme d'affaires, mais qui a été aussi, qui a fait une tentative en politique municipale. Qui a perdu elle a le profil entrepreneurial, économique. Élise Gauthier, c'est une militante qui a été attachée politique, qui connaît quand même bien de quoi, là, mais qui est une militante. Et Mario Gagnon, que lui, je ne connaissais pas, qu'on me dit qu'il est bénévole, qui est pompier bénévole dans le coin communautaire. Là, il y a ses acquis aussi. Là. Ça serait son milieu. Au PLQ, on aurait donc ce matin la grosse nouvelle. Moi, je vais vous dire, j'ai été un peu surpris. Serge Bergeron, en ce sens qu'il est directeur général d'une commission scolaire. Mais du Pays des Bleuets, là, dans le nord du lac. Oui, d'abord, il n'est pas au Saguenay. Semble-t-il qu'il vient de là. C'est ce qu'on a dit dans les journaux. Mais il me semble que ça n'a pas été facile dans le monde de l'éducation depuis 2 ans. Je ne comprends pas la motivation de monsieur, mais peut-être qu'il se dit qu'il peut, de l'intérieur, arriver avec des propositions. Ce qui est possible, c'est un homme très bien articulé, là, dit en passant, M. Bergeron. Là, je veux dire, je ne le connais pas vraiment, mais pour l'avoir déjà vu, entendu en public, c'est un monsieur qui me paraît très bien intéressant par rapport à ça. C'est certainement une bonne candidature. Après ça, il y aurait Francine Gobin, Mylène Potvin et Lina Boivin. Et ça reste à confirmer. Là. Ce qu'on me dit, Mme Gobin vient du bureau du maire Jean Tremblay. Oh, OK. Ou qui a été adjointe ou attachée à Jean Tremblay. Là. Alors, pour l'instant, c'est ça. Moi, je n'ai pas vu de nom du côté de la CAQ. Mais tout ça pour dire qu'en théorie, on a jusqu'en avril pour déclencher la partielle. Et on dit que l'investiture libérale est datée du 6 mars. Et je pense que le Parti québécois, 15 mars ou 18... En tout cas, ça se suit, là. Bon, maintenant, compte tenu que ça fait depuis quoi, septembre, octobre, qu'est-ce qui fait qu'on prend tout ce temps-là? Bien, écoute, 2 choses. Est-ce qu'on a fait des sondages à l'interne, puis c'était pas bon, on a attendu, parce que rappelez-vous, l'automne, là, a été quand même chaud, les négociations, bon. Après ça,
malgré tout ce qu'on a pu dire sur le PQ, il y a des sondages qui ont sorti qui montraient que le dernier sondage, le Parti québécois chez les francophones est encore en avance, puis les libéraux deuxième. Oui, puis Chicoutimi, c'est un château fort péquiste. C'est un château fort péquiste, puis avant, c'était pas plus les libéraux. Alors, les libéraux, ils n'ont pas d'assises. Bon, alors, en même temps, il y a un défi pour le PQ là, de gagner ça, parce que oui, c'est pas gagner c'est de gagner la continuité, mais pas au gouvernement, dans l'opposition, on attend. Là, sans dire que c'est pas la quadrature du cercle, là, mais... Oui, parce qu'il y en a qui peuvent dire hey, on va voter libéral parce que là, on va être au pouvoir directement, on va avoir accès à... C'est ça. Sauf que cet argument-là, il a été malmené depuis 2 ans. Là. Parlez-en au monde du Lac-Saint-Jean. On a vu, là, puis je veux dire, dans des chroniques, des animateurs de radio, c'est pas moi qui dis ça, là, mais je veux dire, il y a des gens qui tu sais, ça parlait fort, là. Tu sais, la craie, tout ça, encore, je vous disais tantôt, André Paradis. Bon. Oui. Alors, on verra, mais où est-ce qu'on attend le budget? Parce qu'habituellement, le fédéral parle en premier. Moi, c'est un peu à ça que je pensais ce matin. Okay. On attend le budget, le fédéral parle en premier, après les provinces. Parce qu'on annonce toujours les transferts, on officialise, les provinces font les budgets. Est-ce que le budget, de par un certain nombre de politiques, pourrait être un tremplin ou une occasion? Mettons qu'il y a 1 ou 2 mesures pour les régions là-dedans. Alors là, tu débarques dans le partiel, c'est très local, tu dis, regardez, d'entre autres, dans le budget. Parce qu'il est sûr d'être adopté, le budget, là, c'est un gouvernement majoritaire. Alors, vous voyez, il y aura de l'argent pour nous. Est-ce que ça peut être une tactique? Peut-être. Faudra voir. Mais sachant qu'ils ont jusqu'à avril, alors je me suis dit, qu'est-ce qu'ils disent les sondages internes? Moi, d'après moi, ce que ça me dit, c'est que c'est peut-être pas facile ou fait d'avance pour le PQ, mais ça sera certainement pas facile puis fait d'avance non plus pour les libéraux. Ouais. Et là, qu'est-ce qui arrivera avec la CAQ? Y aura-t-il un candidat ou une candidate surprise? Des fois, dans une partielle, c'est embêtant, hein, parce que le taux de participation n'est pas très élevé. Lorsqu'un taux de participation frise le 30 % on est heureux. Bon, maintenant, à 30 % ça favorise qui? Les électeurs traditionnels. Les électeurs traditionnels sont péquistes, à moins que la volonté de changement soit telle que du monde ne vont jamais voter, là, vont voter, ou que ceux qui vont pas... Là, on est dans la politique fiction. Mais quand rendu là, on ne sait pas ce que ça va donner, tu sais, je veux dire. C'est intéressant tout ça et ça me fait rebondir sur... tu en as parlé déjà, au niveau de la concertation régionale. Tu sais, M. Paradis est sorti dans les médias pour dire bon, il n'y a plus de concertation régionale, il ne se passe rien, la région est moribonde, ça prend une place où on peut se parler puis on peut amener des choses ensemble. Et par hasard, aujourd'hui, est sorti ce site, un nouveau site Internet, Un lac pour tous, qui a été fait par les 3 MRC du Lac-Saint-Jean pour les citoyens, pour essayer de chercher un consensus social pour avoir un mode de gestion durable pour le Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se concerte, on ne se concerte pas? Est-ce qu'on a perdu des forces, selon toi, avec la perte de la CRE, des CLD, tout ça? Écoute, moi, je ne peux pas commenter cette nouvelle-là parce que je ne l'avais pas vue. Je ne suis pas allé voir sur le site. Mais écoute, je ne sais pas ce que c'est. Je l'ai sorti là, mais ça m'est arrivé tantôt. C'est sûr que moi, je continue à penser que la perte de la CRE, malgré tout ce qu'on peut en dire sur la structure, je ne suis pas certain que c'est une bonne nouvelle. Puis, tu es censé avoir un autre modèle qui se met en place graduellement. Ouais. Il y a plusieurs régions qui sont allées de modèles un peu différents. Ça ne marche pas tous de la même façon, mais ici, on a dit la table des préfets. Maintenant, la table des préfets, je ne sais pas, où, elle fait quoi? Alors, allez sur Google, écrivez table des préfets. Vous allez voir l'idée de la table des préfets, puis son annonce, peut-être une première rencontre, mais on ne sait pas trop. Ce qui se passe, en même temps, à huis clos. En même temps, il faut donner le temps, là, tu sais, je veux dire, c'est quand même une nouvelle affaire. Mais là, la table des préfets, ça, c'est régional. Ouais. Parce qu'on dit qu'il ne s'est pas perdu d'argent, qu'on a transféré au MRC, puis que là, ils vont devoir s'entendre, puis OK, mettons, il y a un lieu de concertation, on a sauvé ça. Bon. Mais là, on fait une consultation citoyenne pour juste les gens du Lac-Saint-Jean. Ce que je ne peux pas être contre le fait, moi, qu'on trouve des plateformes web, qu'on ouvre la discussion, puis qu'on... Maintenant, on va consulter autour de quoi? Là, non, ça, c'est encore trop récent. C'est encore pas très arrêté, mais on sait, est-ce que ça... Bon, selon ce que tu m'as montré dans le communiqué, on parle de développement durable, de patrimoine. Bon, est-ce qu'on prépare le terrain pour la gestion des eaux au Lac-Saint-Jean, avec Rio Tinto, le niveau du lac, etc.? Ça me fait penser à ça. Mais il y a d'autres dossiers, tout aussi régionaux qui concernent le lac, la forêt, la gestion des déchets, l'environnement. Tu sais, je veux dire, regardons de quoi les MRC s'occupent.
Ouais. Les MRC s'occupent des cours d'eau, des déchets, la récupérer. Ils donnent des services en collégialité ou en collaboration avec les municipalités qui sont membres. Alors, ils occupent le territoire, la question des TNO. Alors, tu sais, la villégiature, ils ne sont pas un sentier de Montanaire. Tu sais, je veux dire, de quoi ils vont parler? Alors, ils vont aller se chercher un mandat. Probablement qu'eux, ils ont déjà une idée de ce sur quoi ils veulent poser des questions. À partir de là, moi, je pense qu'il peut arriver deux choses. On va confirmer certaines orientations qui existent déjà, mais on veut augmenter la légitimité. Et par contre, j'espère qu'on va s'ouvrir à d'autres idées, d'autres commentaires pour la bonifier. Tu sais, il ne faut pas que ça soit juste venez appuyer mes idées. Venez appuyer, après ça, voici ce que les gens pensent. Mais en même temps, c'est pas mauvais, là. Je dis juste que c'est... Faut pas que ça soit juste aussi ça, une oreille pour les citoyens qui ont peut-être des projets ou des idées oui. qui vont être différentes et qui peuvent être aussi bonnes. Oui, puis ce que ça implique, c'est que ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que les MRC ne seront pas tout à fait à l'aise, mais qu'il faut qu'ils impliquent ou qu'ils intègrent dans leur plan. Parce que si tu fais pas ça, pourquoi tu consultes? Oui, c'est ça. Ah, c'est le propre. Le forum citoyen, tout le monde est d'accord avec ça. On ne peut pas être contre la vertu. Mais dans ton forum citoyen, un coup que tu as mis les trucs qui te tenaient à cœur, tu as priorisé, il y a une façon d'amener la discussion puis de valider tout ça. Mais après ça, il faut que tu fasses de la place à des nouvelles affaires. Puis c'est surtout qu'il faut que tu gardes cette vision-là sur plusieurs années, que peu importe les acteurs qui vont être en place, si ta consultation était bien faite puis qu'il y a eu une grosse participation, bien, l'année d'après ou 2 ans après ou 5 ans après, même si ce n'est plus les mêmes personnes en place, tu continues, ça reste. Alors, il ne faut pas décoller le processus aux 3 ans non plus, là. On va voir ce que ça va donner, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Mais moi, je ne peux pas être contre consulter les gens. Non, moi, je ne peux pas être contre ça. C'est dans mes valeurs. Surtout quand on a parlé beaucoup des dernières semaines qu'il manquait de concertation. Ben oui. Fait que ça, c'est une bonne idée. Je t'amène dans le fleuve Saint-Laurent, sur l'île d'Anticosti, l'exploitation pétrolière. Je sais que tu voulais m'en parler parce que ben, ça brasse, là. Il y a plein de choses qui se sont dites. Petroleum pense même peut-être poursuivre le gouvernement. Ben, là, il y a beaucoup. Là, ce qui arrive, c'est que quand on parle d'Anticosti, il faut faire un petit peu d'histoire. C'est-à-dire que le gouvernement du Québec, là, je pense, a mis la main là-dessus dans les années 70, là, officiellement, là, quelque chose comme ça. Là. Mais de façon plus précise, là, dans les années 2000, on a donné les droits de nature, des claims au privé. Et dans le fond, lorsque le Parti québécois arrive avec Pauline Marois, il annonce de 120 millions qu'ils font, c'est on crée une nouvelle société où le gouvernement est majoritaire avec 2 autres partenaires, dont Petrolia, et où on dit il y aura une phase exploration et peut-être exploitation. Ça, c'est une chose. Mais le plus important, moi, je pense, et ça, c'est pas dit beaucoup, là, ces jours-ci, c'est qu'on s'est réapproprié les droits au complet, ce style-là. L'île d'Anticosti, c'est 5 fois l'île de Montréal en superficie. Ce n'est pas petit. L'autre affaire, c'est que Philippe Couillard n'arrête pas de dire que c'est pas son projet, que c'était pas lui. Là. Mais là, la semaine passée, on a vu des courriels qui disaient que finalement, ça a peut-être commencé sous Jean Charest. Puis il ne s'était jamais positionné contre ça, sauf depuis cet automne, là, lorsqu'il est allé à Paris. Et alors, j'ai regardé, j'ai fouillé un peu parce que je me disais, Colin, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la position de M. Couillard. Je sais qu'il aime beaucoup la pêche, mais, tu sais, puis la nature, mais... et là, j'ai lu un article qui était vraiment intéressant, qui parlait de sa position sur la décarbonisation. Alors, on sait que, par exemple... et je crois qu'il est convaincu, et puis c'est très bien ainsi, là, d'embarquer dans l'économie du 21e siècle, puis faire la transition vers une économie sans pétrole, avec moins de pétrole, à tout le moins, dans un avenir. Bon. Et là, en rafale, là, regarde, une nouvelle politique énergétique sera annoncée bientôt, 2016-2025. On va se baser sur l'hydroélectricité, la biomasse, l'éolien. L'éolien, il y a un projet là-dessus de la Madeleine qui s'en vient, parce qu'il y a encore une centrale... espèce de machine au diesel pour alimenter de la Madeleine. Mais ça peut être aussi d'autres projets éoliens, consolider des emplois en région, c'est pas mauvais. Biomasse forestière, entre autres. Hydroélectricité. Girardville, les petites mini-centrales vont recommencer. Bon, on peut toujours faire un débat, est-ce qu'on en a besoin ou pas, mais le fait est que... C'est plus sain d'avoir de l'énergie comme ça. Puis communautaire. Bon. Après ça, la norme ZEH. Ça, c'est zéro émission... véhicule. H, excusez, c'était V que je voulais dire. Okay. Me semble, zéro émission véhicule. Et
vous saviez, il y a environ 14 000 véhicules électriques au Canada, la moitié sont au Québec. Alors, 50 c'est pas mauvais, c'est pas beaucoup, 7 500. Non. Mais c'est la moitié de ce qui existe au Canada. Puis le gouvernement Couillard a dit, on veut monter ça à 100 000 d'ici 2020. La côte, elle est comme ça, mais en même temps, il y a tout aussi la notion de transport collectif. Mais après ça, les panneaux solaires et Hydro-Québec. Philippe Couillard s'est prononcé là-dessus, que si moi, je sais pas, je me construis une nouvelle maison, je me mets des panneaux solaires, je m'autosuffis en électricité. Peut-être pas tant pour le chauffage, je ne sais pas, ça dépend des techniques employées puis des systèmes, mais donc, au niveau de l'électricité, bien, dans le fond, ce que je produis, je le mets sur le réseau d'Hydro-Québec et je peux m'autosuffire. À la limite, c'est des surplus, j'en vends à Hydro-Québec. Ça a déjà existé un programme comme ça, ici, mais aussi ailleurs. Oui. Mais le salaire étant ce qu'il est, ça a évolué drôlement depuis 10-12 ans. Mais voilà une dizaine d'années, là, c'était difficile de... Bien, c'était très dispendieux. Puis bon, ceci dit, moi, je trouve que c'est toutes des bonnes idées, là. Bon, il faudra voir, là, puis pas les présenter à un cabinet d'avocats avant de les présenter à la population, comme on a vu avant, en tout cas, il y a quelques semaines. Mais tout ça pour dire que j'avais de la difficulté à comprendre la direction, parce que là, dans un article qui s'appelle « Comment Philippe Couillard en est venu à être obsédé par la décarbonisation » en date du 14 février 2016. C'est assez récent, ça. C'est Louis Lacroix, le journaliste. Puis là, il y a un extrait là, de M. Couillard. Il dit, c'est M. Couillard qui dit ça. « Dans cette circonstance qu'on connaît actuellement où les gens vivent une certaine aliénation par rapport au gouvernement, cette question de la prise de pouvoir des citoyens sur leur destinée et sur leur choix est bien essentielle. » C'est un peu par cette phrase-là qui justifie le projet là, de panneaux solaires versus Hydro-Québec, l'autonomie. Mais le problème, c'est que cette phrase-là, pourquoi qu'elle ne fait pas avec Énergie-Est? Oui, c'est ça. Alors, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, là, mon préambule a peut-être été un peu long, là, non, c'est intéressant. Mais quand on parle d'anticosti, M. Couillard s'y oppose pour un certain nombre de raisons, mais j'aimerais l'entendre de façon très, très claire contre Énergie-Est, puis c'est pas si clair que ça. On ne ferme pas la porte. Non, puis Old Harry non plus. Là. Et la semaine dernière... Non, Old Harry, c'est une autre affaire. Mais la semaine dernière, puis... non, il y a 2 semaines, quand je suis venu ici, je vous ai dit, Énergie-Est, là, pas qu'une question d'environnement et de pétrole. Il y a une question de souveraineté canadienne, de souveraineté québécoise, le tuyau, il passe où? Puis il profite à qui? Puis y a-tu des redevances? Sinon, c'est une question de géopolitique. Oui, si vous pensez que c'est une question d'environnement, vous mettez le doigt dans l'œil. Bien comme il faut. Parce que là, en plus, il vient de sortir un sondage daté du 16 février. C'est récent aussi, ça. C'est léger. C'est l'Institut économique de Montréal qui commande. Puis finalement, parce que la question qu'on doit se poser, c'est quoi l'indépendance énergétique? L'indépendance énergétique, c'est pas juste de quitter le pétrole vers l'électricité ou à 100 dans un horizon de 20-30 ans. C'est qu'à chaque fois que je prends du pétrole puis que je le prends, par exemple, en provenance de l'Arabie saoudite, qu'est-ce que je fais? Je m'en lave les mains. Je pelte le problème ailleurs. Pensez-vous que, je ne sais pas, moi, dans les pays exportateurs de pétrole présentement, les conditions de travail, les droits humains, que les techniques pour limiter les effets, vous pensez là que c'est bien, là, puis qu'il n'y a pas de problème avec ça? Alors, moi, vous avez beau me dire, il ne faut pas toucher au pétrole québécois, il ne faut pas le développer. OK. Mais est-ce que c'est responsable de faire ça? Parce que là, moi, je pose sincèrement la question. Je ne dis pas qu'il faut tout développer demain matin. Là. Non. Mais parce que la réalité, c'est qu'on va avoir encore besoin du pétrole pour encore quelques années. Là, c'est parce qu'il faut développer, moi je pense, le pétrole québécois, pas être accro au pétrodollar québécois, mais le pétrole québécois, dans un horizon où notre consommation de pétrole va diminuer. Fait qu'on va être indépendant face aux autres, ça veut dire aussi face à l'Ouest canadien. Ouais. Et en même temps, il va y avoir une transition à un moment donné où si on consomme moins de pétrole puis plus d'énergie renouvelable pour en arriver. Tu sais, vous comprenez un peu, là, il faut que les courbes se croisent. Mais là, qu'est-ce qui dit notre sondage? Que 54 des Québécois seraient en faveur de plutôt exploiter que d'importer les ressources pétrolières. Puis c'est drôle quand on dit les Québécois en faveur de l'exploitation des ressources pétrolières selon l'allégeance politique. Parce que tu as 57 des gens qui sont en faveur de l'exploitation, qui se disent plutôt proches du PLQ, 63 du PQ, 59 pour la CAQ, 43 pour QS. C'est-à-dire que l'idée d'exploiter le pétrole québécois plutôt que de l'importer va être plus populaire au niveau du Parti québécois. Et ça se comprend parce que c'est un legs, c'est leur projet. Puis il y a une question d'indépendance là-dedans qui vient faire référence au nationalisme économique. Et ça, c'est moins important pour les libéraux. Mais en même temps, bon, quel est le moyen le plus sécuritaire pour transporter le pétrole? Et là, 41 des gens disent que c'est le pipeline.
Camions-citernes, 14. Bateaux, 10. Trains, 9. 26, je ne sais pas. D'ailleurs, la proportion de je ne sais pas est assez élevée dans le sondage. C'est sûr que train, 9 c'est aussi avec l'image de lac mégantic que les gens ont encore en tête. Et là, on a posé la question, est-il préférable que le pétrole importé provienne de l'Ouest canadien? Les gens ont dit oui à 59 ailleurs dans le monde, 13 Bon, alors, c'est sûr que si tu le prends au Canada, c'est moins polluant ou à la limite, entre guillemets, plus responsable que si tu le prends ailleurs. Par contre, là, on l'a vu qu'avec NRJS, le pétrole, il est exporté, il n'est même pas consommé au Québec. Oui. Et c'est là où je m'en reviens. C'est-à-dire que si 59 des gens trouvent mieux de l'importer de l'Ouest canadien, c'est correct, mais c'est 75 des libéraux, 66 des caquistes, 53 QS, 52 du PQ. Alors, on voit comment il y a une question de politique, de géopolitique, de nationalisme là-dedans, d'identité. Et d'environnement aussi. Et d'environnement, mais c'est pas ça tant que ça, premier. Et on voit que les jeunes sont moins portés que les plus vieux à exploiter les ressources pétrolières. Ce qui est normal. Ils ont grandi dans un monde différent aussi. Ils ont grandi dans un monde différent, mais demain matin, ils ont encore tout besoin de pétrole. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, j'en appelle à cette responsabilité. Alors, puis quand tu regardes ça au Québec, finalement, le potentiel, c'est Anticosti, c'est la Gaspésie, puis c'est Old Harry. Old Harry, il y a une entente avec le fédéral, là, puis avec Terre-Neuve, qui fait que je ne suis pas certain que c'est très avantageux pour le Québec, parce que si nous, on ne le pompe pas, Terre-Neuve le pompe, puis on va avoir encore là des risques environnementaux importants. Les risques environnementaux sont là. Ça, sans parler que les îles de la Madeleine sont à 80 km de Old Harry. En même temps, si on ne l'exploite pas, qu'on laisse les autres l'exploiter, c'est-tu mieux? On s'en sort pas. Et là, la Gaspésie, OK, mais là, on voit qu'il y a tout un enjeu là, avec l'eau potable souterraine. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la limite permise? Les maires de la place... Parce qu'on l'a vu en Alberta, là, comment ils ont pollué les nappes phréatiques puis qu'ils ont détruit... C'est ça. Donc, mais je veux dire, où la direction? C'est comme dire, les autres peuvent refuser NRJS, mais pas le Québec. Hein? Ça le fait reprocher. Là, mais pourquoi qu'on refuse Anticosti, mais qu'on laisserait passer le pétrole chez nous sans sais pas. Voilà, moi, je sais que si on retire Anticosti, Puis d'ailleurs, de toute façon, là, cet été, c'est des travaux d'exploration. On parle de 3 systèmes de fracturation. Je vous rappelle que c'est gros comme 6 fois ou 5 fois l'île de Montréal. Alors oui, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des... Je ne suis pas ingénieur, d'ailleurs. Je connais pas le dossier 100 Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque. Mais là, il faut relativiser. Puis après ça, même si demain, il y en a, on dit, hey, regarde, il y en a du pétrole de schiste, il y en a, on ne sait plus quoi faire avec. Le coût que ça coûterait, l'exploiter, je ne suis pas certain que ça serait rentable à cause du marché actuel. Donc, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est une longue shot, là, cette affaire-là. Là. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on doit fermer la porte, déchirer l'entente? Puis là, il faut bien penser que si on déchire l'entente pétrolière, il faut qu'il soit dédommagé. Ils ont signé. Fait que là, c'est quoi? On va donner des millions pour quelque chose qui n'aura jamais vu le jour. Il y a quelque chose là-dedans Non, mais je comprends que c'est dur à saisir parce qu'on a... tout le monde l'a dit d'ailleurs. On regardait dans les éditoriaux ce matin, il y a beaucoup de chroniqueurs qui ne comprenaient pas où le gouvernement s'en allait avec ça. Ouais. On va voir où ça va nous amener. Mais où le gouvernement va-t-il avec son projet de loi 86 sur la gouvernance scolaire, selon toi? Est-ce qu'on va arriver à quelque chose? Écoute, d'abord... on va arriver à quelque chose dans le sens qu'on a eu des débats sur l'abolition des commissions scolaires. Ça ne semble pas être le cas. À un moment donné, ce débat a été transformé en fusion de commissions scolaires. Finalement, fusion, s'ils le souhaitent, encore faut-il qu'il y ait des économies d'échelle. Là, depuis 2, 3, 4 ans, la commission scolaire, il s'est dit beaucoup de choses. En 4 ans, on a eu 3 ministres d'éducation. D'ailleurs, c'est ça que je voulais te communiquer. En fait, en 6 ans, il y a eu 6 ministres. Beauchamp, Courchaine, Malavoie, ça c'est sous le gouvernement PQ de Pauline Marois, Bolduc, Blain, Moreau, ça c'est depuis avril 2014. Et là, le projet de loi, on abolirait les élections scolaires, pas les commissions scolaires, les élections scolaires. Mais les élections scolaires permettent d'élire des commissaires, et c'est des commissaires qui votent le budget. Il y a une imputabilité, là, quand même. Il y a un mécanisme d'élection, légitimité. Mais on a beau dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui participe, mais quand même, il y a un mécanisme. C'est comme ça qu'on s'assure d'une imputabilité, d'une légitimité, d'une responsabilité. Mettons que tu enlèves les commissaires, alors tu les remplaces par quoi? Alors, on parle de comités formés de parents, enseignants et des membres de la communauté. Membres de la communauté, c'est-tu les municipalités? Parce que la municipalité,
Tu sais, ici, les municipalités, là, les infrastructures sportives, il y aurait intérêt, là, peut-être. Ouais. Alors, je dis pas que c'est pas une mauvaise idée, mais comment on va faire ça? Comment on va nommer ça? Puis là, on veut décentraliser puis mettre ça plus près des écoles, puis des directions d'école. Bien, d'abord, il y a des choses qu'on ne pourra pas décentraliser. C'est les choses qu'on ne pourra pas décentraliser vont partir du local puis du régional, vont s'en aller direct à Québec d'un tour du ministère. Ça, là-dessus, c'est pas vrai qu'on va tout décentraliser. Moi, je pense que c'est une erreur. Et là, il y a une perte de pouvoir. C'est encore plus vrai pour les communautés anglophones. Eux autres, ils tiennent mordicus, puis il y a même des règlements constitutionnels qui font référence à ça, qu'il faut que les communautés concernées puis les gens concernés puissent choisir leurs dirigeants. Mais là, choisir par une élection, choisir par l'élection... Et là, ça va devenir quasiment une question constitutionnelle tout à l'heure, ça. Après ça, bien, il y a des gens dans le milieu qui disent, bien, est-ce que c'est la meilleure chose à faire à ce moment-ci, de faire un débat de structure, avec toutes les coupures qu'il y a eu, puis parce que les marges de manœuvre de commissions scolaires ont été réduites depuis plusieurs années. Certains vont dire la priorité, c'est la réussite scolaire. D'ailleurs, réussite scolaire dit persévérance. C'est la semaine de la persévérance. C'est la semaine de la persévérance scolaire, ce qu'on voit. Et il ne faut pas être trop pessimiste. Hein? En 99-2000, 21,9 de décrochage par rapport à 2013, 15,3. Ça, c'est le Québec. Et toujours davantage, un peu plus chez les garçons que chez les filles. Par contre, il faut quand même comprendre que le décrochage a diminué d'environ 30 au Québec, mais 32 chez les garçons, 25 chez les filles. Donc, aujourd'hui, ça décroche moins chez les filles que chez les garçons, mais depuis 20 ans, il y a eu un plus gros rattrapage. Bien, on a ciblé que c'est les garçons qui... Oui, voilà. Donc, il y a quelque chose. Et si vous êtes intéressé à savoir dans la région, là, ben, au Québec, si on dit que, taux de sortie sans diplôme, parmi les sortants en formation générale des jeunes selon le sexe, en 2012-2013, c'était 15,3 au Québec et 14,4 pour commission scolaire du pays des Bleuets. Okay. Et les proportions un peu moins pour les garçons, un peu moins pour les filles. Bref, si on compare le bilan régional, Lac-Saint-Jean, Rive-du-Saguenay, la Jonquière, c'est autant, sinon à chaque fois, meilleur que le bilan québécois. Certainement pas étranger à la présence du CREPA, organisme que pratiquement passé proche de disparaître il n'y a pas si longtemps. Oui. Mais tout ça pour dire que l'autre affaire, si ce n'est pas la réussite scolaire, bien, certains vont dire la formation, l'admission, la sélection des maîtres, des futurs enseignants aussi. Alors, les gens du milieu, il y a des spécialistes qui disent, bien, s'il y a deux cibles, ça serait ça. Peut-être pas les structures. Ben, qu'est-ce qu'on fera avec ça, je ne sais pas, là, mais... On va voir, là, M. Mais Moreau. M. Moreau, il y a beaucoup de pain sur la planche, là, tu sais. Oui. Il a à reconnecter avec un milieu complet qui a été... là, il y a encore des manifs autour des écoles, oui. là, c'est pas réglé, puis là, les négos... C'est exactement mon prochain point, une négociation. Est-ce que, finalement, toute cette belle entente de principe va tomber à l'eau, ou qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ce que je comprends, c'est qu'il y a dans la façon que l'entente de principe est rédigée, il y a des clauses qui ne sont pas interprétées de la même façon par le parti patronal et syndical. Et ça semble sortir un peu comme d'une boîte à surprise. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une partie des employés pour qui les augmentations ou la relativité, là, je ne me rappelle plus exactement, ne s'appliquerait pas. Donc, on parle d'un 3,75 C'est davantage les gens qui sont des techniciens en service de garde en milieu familial, aide personnes handicapées, certaines personnes qui travaillent au niveau des écoles privées. Ce sont des gens qui sont syndiqués, des femmes mais qui ne sont pas vus comme directement employés du gouvernement parce que souvent, il y a des travailleurs autonomes en milieu familial, tout ça. Ils sont syndiqués, ils ont la même convention collective, mais c'est comme des travailleurs autonomes. De normaliser tout ça? Ou? Bien, à l'époque, c'était à l'encours, ça. Ça a été des gros débats, là. Alors, ce sont des travailleurs autonomes, mais qui ne sont pas parfois, ou pas toujours autonomes, là, des fois à l'emploi d'école, mais qui ne sont pas directement employés du gouvernement. Mais le gouvernement, en limitant les augmentations, bien, peut économiser des dizaines de millions. Certains parlent de centaines de millions. Alors, si c'est le cas, on comprend le gouvernement de vouloir le faire pour que ça coûte moins cher. Mais quand, toi, ta compréhension comme syndicat, c'est ça, puis que tu l'as présenté à tes membres, puis que les membres l'ont accepté, là, tu te dis, non, là, tu ne remets pas en question le deal, là. Oui, c'est ça. On est rendu à la ligne d'arrivée, là. Je veux dire, c'est pas le temps. Puis juste pour revenir là-dessus, au niveau des enseignants de cégep, il y avait 46 syndicats affiliés à la FNEC qui se sont prononcés. 40 pour, 6 contre. Là, je parle autant en entente de principe que sectoriel. Et j'étais curieux de savoir la participation.
Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que dans certains cégeps, ça a vraiment bien participé. Puis même dans les plus petits cégeps, la participation était très élevée. Et dans d'autres cégeps, les plus gros cégeps, avec des centaines d'employés, moins. Ce qui fait que tu as 5 000, à peu près, là. D'après moi, tu as 5 000 personnes qui ont dû voter. Et sur 20 000, ça fait 25 de participation. Ça. Parce qu'on dit qu'il y a à peu près 20 000 enseignants au collège. Sauf que là, il y a un truc qu'il faut que... Je ne suis pas certain, là, ça serait de voir, c'est 20 000 profs de cégep, mais là, il faut faire attention parce qu'il y en a une douzaine, voire 14 qui sont dans un autre syndicat, des cégeps privés, qui ne sont pas là, dans le 5 000. Alors là, mon chiffre, c'est 5 000, mais sur 46 syndicats d'AFNEC, c'est peut-être pas 20 000, 5 000 sur 20, c'est peut-être 5 sur, je ne sais pas, moi, 15 ou... tu sais, là, il faudrait voir. Là. Mais c'est intéressant comme statistique. J'ai hâte de voir ce que ça va faire parce que c'était particulier. Le prochain sujet, c'est toi qui me l'as amené, puis je vais t'avouer que quand tu m'as écrit ça, je t'ai fait de quoi il veut me parler? Je suis obligé d'aller voir. C'est le Black Caucus. Ah, ben en fait, je sais pas, j'ai l'impression, est-ce que je me trompe si c'est pas la semaine, tu sais, il y a toujours une semaine d'histoire des Noirs où, en tout cas, mais c'est parce qu'il y a eu un petit scandale là, dans les médias là, par rapport au blackface. Là, oui. c'est-tu M. Louis Mascotte? Là, pas Louis Mascotte, mais... Pas Louis... oui, c'est Mascotte. C'est pas le conjoint de Véronique Cloutier? Oui, c'est pas Louis Mascotte. Mais écoute, je connais pas tellement. Morissette. Oui, Mascotte, c'est Morissette. Bon, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que là, bon, sur les réseaux sociaux, ça s'est emballé. Mais tout ça pour dire que, engager un noir, si c'est un rôle de noir et de pas... on a vu des bye-bye dans le passé, puis d'autres événements, je pense au Rideau Vert. C'est bien juste, il n'y a pas si longtemps, là, 1 an ou 2, mais... Alors là, mais je trouvais que la nouvelle tombait dans un drôle de moment parce que, c'est pas que je voulais reparler de cet épisode-là, mais c'est que, historiquement, je trouvais intéressant de le savoir parce que quand il y a eu un remaniement à Québec, Dominique Anglade, on en a parlé beaucoup, elle a été très exposée, elle a fait beaucoup d'entrevues. Elle a été donc nommée ministre le 26 janvier. Au Canada, il y a 14 députés noirs qui sont devenus ministres dans l'histoire, ce qui n'est pas beaucoup. Non. Et sur ces 14-là, la première au Québec, c'est Yolande James en 2007, Makakoto pour le PQ en 2014 et Dominique Anglade en 2016. Donc, je me disais, Caroline, la présence de la communauté haïtienne, des Noirs, ça remonte à longtemps, comme dans n'importe quoi. On voit que c'est long des fois avant de tracer la voie. Tu sais, Michaël Jean, gouverneur général, tu sais. Et là, dans l'article que j'ai lu, on disait, bien, en 1759, l'année de la conquête, il y a 3604 esclaves en Nouvelle-France, sur une population d'environ 70-75 000 personnes. Mais le tiers de ces esclaves-là sont noirs, le 2 tiers sont autochtones. On parle d'esclavage, on parle souvent des Noirs, mais attention. Oui. Et ça, cette statistique-là, je l'ai pris dans le nouveau livre de Jules Proulx là, sur la Nouvelle-France. Et lorsque les loyalistes arrivent, 1791, c'est l'acte constitutionnel, les loyalistes qui veulent demeurer fidèles à la couronne britannique, hein, qui fuient les révoltes américaines ou l'indépendance américaine, mais ces gens-là, je pense que c'est quelque chose comme 50 000, vont arriver principalement au Haut-Canada, mais un peu au Bas-Canada aussi, là, canton de l'Est, etc. Mais ces gens-là vont apporter avec eux 2000 esclaves. Noirs, ceux-là? Oui, bien, j'ai pas la statistique, mais je ne sais pas. J'ai presque envie de penser qu'il y avait de l'esclavagisme. Alors, quand j'entends les gens des communautés noires revendiquer, puis plus de présence, etc., bien, il y a quelque chose d'historique là-dedans. C'est-à-dire que la contribution historique de la communauté noire au Canada, au Québec, elle est réelle, compte tenu que de 1759... Non, puis... S'il y en a qui pensent que l'esclavage, c'était juste aux États-Unis, c'est pas vrai. Non, puis c'est ça. Puis cette question-là, on rebondit encore aux États-Unis, aux Oscars. Je sais pas si tu as vu dans la course aux Oscars. Oui, puis elle est à chaque semaine dans l'actualité aux États-Unis, ou à peu près. Je veux t'amener sur d'autres sujets, parce que j'ai préparé d'autres sujets. Ta position sur taxi, parce que le PQ a proposé de mettre en suspens un peu le service UberX, le temps qu'on fasse un peu une consultation et qu'on voit ce qui se passe avec l'industrie du taxi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, moi, je lis beaucoup de choses. Il y en a qui sont bien favorables à UberX. Il y en a qui comprennent très bien les revendications des chauffeurs de taxi. On fait quoi? Est-ce qu'on va arriver à quelque chose? Puis est-ce que c'est au gouvernement de trancher? Bien, moi, je pense que oui, parce que là c'est un peu n'importe quoi, là. C'est que c'est pas normal. Tu as des gens qui sont... On a une loi qui gère l'industrie du taxi. Puis dans ces lois-là,
là, il faut que tu sois enregistré. Ça te prend un permis ça te qui prend te un coûte, permis. des assurances. Puis là, pour chaque permis, il y a comme un territoire. Puis c'est pour ça que des fois, on les voit en coop, là, se regrouper parce que ça coûte cher. Tu sais, bon, il y a tout un... dans certains cas, tu peux avoir une formation, il y a des règles à suivre, il y a des... Bon. Mais là, les lois et les règles qui s'adressent aux chauffeurs de taxi ne s'adresseraient pas, ou moindre en tout cas, vraiment dans une moindre importance, à ceux qui prennent UberX. Donc, il faut normaliser. Bien, clairement, un peu il faut comme normaliser. Voyons donc, sinon, moi, je ne vois pas où l'équité. Est-ce que ça ne veut pas dire que les chauffeurs de taxi devraient avoir une application iPhone? Est-ce que ça ne veut pas dire que de marcher plus par coupon, trouver d'autres moyens d'avoir un service de permettre différent? aussi à l'industrie du taxi de se renouveler aussi. Oui, ça ne veut pas dire qu'eux, il faut qu'ils restent là et qu'ils soient immobiles, là. Mais en même temps, UberX, tu sais, je veux dire, c'est où la garantie? On compare quoi? J'écoutais l'autre jour quelqu'un, c'était du CA Québec, ou une compagnie du genre qui disait, bon, le monde nous appelle, ça coûte tant pour être abonné, et là, quand on va dépanner, on a des normes, etc. Les gens trouvent que ça coûte cher parce qu'à la limite, t'en as qui vont s'improviser sur les médias sociaux avec des applications pour dire, ben moi, j'ai des câbles à booster, je peux y aller, donne-moi 10$, c'est fait, au lieu de 100, mettons. Ouais, mais la personne qui va te booster à 100, 125$, s'il y a un pépin, là, si tu brises, elle va te rembourser. Il y a des assurances pour ça. L'autre à 10$, penses-tu qu'il va te... Tu sais, je veux dire, on compare quoi? Bien, c'est un peu ça avec les taxis. Là, on avait une histoire là, dans le temps du jour de l'an, parce que ça a coûté 300-400$ à des filles se retourner chez eux le soir. C'était pas ça qui était convenu, parce que là... Bien, ce qui était convenu, c'est-à-dire le temps d'attente était tellement long. Mais c'est un peu ça aussi, UberX, c'est bête et méchant. Tu y vas selon la loi du marché, tu t'en demandes, tu peux payer. Ouais, paye. Ça va coûter 300$, mais tu vas y aller chez vous. Ouais, mais là, à un moment donné, c'est où que ça s'arrête, ça, cette logique-là? Alors, pour toutes ces raisons-là, ben moi, je pense que je ne vois pas comment tu peux interdire UberX. Ou, on dit UberX, là, parce que là, c'est un cas d'espèce, mais des applications, puis des façons de développer, il va en avoir des interacts dans le taxi, puis il va en avoir de plus en plus. Bien, pas rien que pour le taxi, là. Moi, je pense à Airbnb avec l'hôtellerie, des sites comme ça. Je veux dire, ça existe de plus en plus, puis c'est vrai que quelque part, c'est une concurrence déloyale, et puis... faut que ce soit un peu les mêmes règles pour tout le monde. Mais c'est la même affaire comme, tu sais, là, on parle du taxi, mais l'achat en ligne. Tu sais, je veux dire, tu as des commerces qui payent une place d'affaires, qui payent des taxes, qui, bon, des heures d'ouverture, sont soumis à certains... en ligne. Puis en plus, il y a des taxes qui se payent même pas. Tu sais, collectivement, on perd pour ça. Comme individu, on paye moins cher, mais il y a des pertes des douanes, d'opportunités puis d'argent qui ne peuvent pas financer nos services à cause de ça. Est-ce qu'on se tourne dans le pied? Mais tu ne peux pas empêcher l'achat en ligne. Tu ne pourras jamais l'empêcher. Est-ce que tu peux, par exemple, aménager pour rendre ça, enlever des irritants? Ben, moi, je pense à la même affaire avec le taxi, UberX. Puis... C'est bon, c'est bon. Le gouvernement investit 3 millions pour la prévention de l'exploitation sexuelle. On a vu avec les feux qu'il y a eu dans les centres jeunesse. Et puis, bon, là, on décide d'investir. Là, ça devient important. Ouais, là, je pense que c'est à cause du cas de Laval. Hein, oui, exactement. Bon, ben, je pense que personne n'est contre la vertu. Là, pour prévenir la prévention sexuelle, je pense que c'est sain. Est-ce que c'est tout le temps trop tard? Est-ce qu'on réagit tout le temps à la place de faire vraiment de la prévention? Je sais pas. Puis, tu sais, là, j'ai vu l'annonce 3 millions. Puis, je pense que c'est pas seulement pour Laval. Je pense que Laval, c'est comme une partie de ce 3 millions-là. Mais on sent dans l'annonce que c'est l'élément de la prévention. C'est quoi tu fais, là, concrètement? Oui, ça. Tu mets des pancartes, des affiches, tu fais de la prévention, tu augmentes le nombre d'heures d'un surveillant sur l'heure du midi, d'un nouveau système de sécurité. Mais c'est quoi tu fais, là, avec l'argent? Puis, comment tu fais pour mesurer que ça soit efficace? Puis là, après ça, l'autre affaire, c'est que souvent, il y a une question de trafic, puis de gang de rue, puis on a vu là, des reportages, notamment tout le monde en parle, mais je dis reportages, une entrevue à tout le monde en parle, avec des gens qui semblaient connaître ça beaucoup plus que la moyenne, là, Mme Mariana Mourani, puis il y avait une dame dans un organisme, en tout cas, puis une mère dont ça a été touchée par ce genre par cette tragédie-là, là, que sa fille avait fait une fugue. Puis là, le risque, c'était justement, est-ce qu'elle va se faire récupérer, ramasser? Mais c'est tellement... C'est un problème qui est tellement dense parce que
Dans une affaire de gang de rue, il y a une affaire qui se passe à la maison, que la personne, l'étudiante ou l'étudiant arrive, il est isolé, puis il est fragile parce qu'il est dans une période de sa vie où C'est il gang de rue, cherche. c'est ça qu'ils cherchent. Puis là, en fait, ils sont bottes, hein, les gangs de rue, là, parce que c'est pas juste les gars sur les filles, c'est les filles sur les filles, puis c'est l'amitié en premier, puis après le train de vie, le luxe, puis après ça, ben un coup que le sentiment d'appartenance est bien créé, ben là, il faut que tu redonnes, on est comme une famille. Là, tu comprends comment Puis, c'est surtout, pernicieux, j'ai écouté un reportage qui disait qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué parce qu'avant, les gangs de rue, il fallait qu'elles sollicitent dans des bars, dans des lieux. Mais maintenant, avec Internet, on a accès directement à la chambre à coucher des étudiants, hein, des jeunes, des étudiants, mais des enfants, ça devient ma grave conjointe. problématique. J'ai quelqu'un, pas ma conjointe, en tout cas, qui m'a raconté une aventure. C'est un faux numéro. Quelqu'un appelle, c'est un faux numéro. Elle dit, ah, mais je m'excuse, c'est pas là que je voulais appeler. Là, l'autre personne, elle veut savoir c'est qui. Puis là, elle dit son nom, puis ça semblait être une jeune. Mais tu sais, je me disais, c'est assez capoté, là. La personne prend la peine de te dire que c'était un mauvais numéro, puis là, tu continues, tu es curieux de savoir qui t'a appelé par accident, puis là, sans t'en rendre compte trop, tu donnes des infos. Puis là, c'est pas grave, la personne raccroche. Les gens qui sont de bonne volonté, il n'y a pas de problème. En général, la majorité des gens sont gentils, là. Puis dans l'extrême majorité, si je peux dire, la très grande majorité. Mais, tu sais, là, sans t'en rendre compte, tu pourrais donner des informations à quelqu'un de mal intentionné. Tu sais, ça prend pas grand-chose. Parce que là, la personne t'a appelé, son numéro est peut-être pas masqué, tu vois où ce que t'as appelé, le numéro que t'as composé, tu peux on se doute pas, là, mais il y a des choses qui sont rendues faciles. Notre vie là. privée est de moins en moins privée, en fait, avec tout ce qu'on peut mettre sur Facebook, etc. On a le temps pour un dernier sujet. As-tu le goût de nous donner un peu ton avis sur les présidentielles américaines? Ou Non. Non? As-tu le goût de nous parler? Non, ça dit pourquoi? Ben, je vais attendre le super mardi. Là, OK. T'sais. On en reparle à ce Parce qu'il n'y a rien eu de nouveau vraiment. Ouais, Tout le monde s'attendait à ce que Sanders gagne le New Hampshire, puis il l'a gagné. Là, il n'y avait pas de surprise là-dedans. Puis Trump, ben, on voit qu'il a gagné, mais... C'est pas l'élan qu'on tu veux pas en pensait. parler? Mais non, on n'en parlera pas. OK, je te laisse le choix. As-tu le goût de nous parler de la rencontre historique entre les deux papes qui a eu lieu à Cuba ou de la Syrie? Hey, moi, j'irais avec la Syrie à cause des Kurdes qui veulent augmenter leur zone d'autonomie. Ouais. Ça fait vraiment suer la Turquie, qui dit qu'à cause de ça, les Kurdes sont l'allié objectif de Bachar al-Assad et de la Russie. La Russie qui participe, fait comme si un État au niveau diplomatique et de bonne foi, en même temps, bombarde, en tout cas, on les soupçonne d'avoir bombardé Ils ont dit que c'était pas eux autres. Mais j'ai trouvé intéressant ce que Ban Ki-moon... C'est-tu Ban Ki-moon? En tout cas, des gens de la diplomatie, mais je crois que c'est Ban Ki-moon qui a dit peut-être c'est pas eux autres, mais eux, ils savent qui l'a fait. Ça, la Russie, puis Bachar al-Assad, si c'est pas vous, OK, mais qui l'a fait, vous le savez, c'est sûr. Alors pourquoi que vous le dites pas? Ça rappelle... un peu ce qui s'est passé en Ukraine. Voilà, c'est ça. Puis moi, je trouve ça, là, ça s'améliore pas. C'est ça triste ce qui se s'aggrave. passe là-bas. Là, ça devient... Ça paraît loin tout ça, mais moi je comprends les Kurdes, là, et les Kurdes, en faisant ça, jouent le jeu indirectement. À quelque part. Non, mais eux, ils veulent leur autonomie. Ils veulent leur autonomie. C'est des apatrides, ils n'ont pas de pays. Ils veulent leur autonomie, mais là, en même temps, indirectement, réussissent à combattre l'État islamique ou limite l'extension de l'État islamique. Oui, tu as d'autres rebelles qui n'ont pas voix au chapitre. Puis de l'autre côté, tu as l'Europe qui demande à la Turquie d'accueillir plus de réfugiés, mais eux ferment leurs frontières. Je veux dire, ça devient étrange. C'est tout. J'ai de la difficulté avec la Turquie, qui, bon, je comprends historiquement là, les tensions, mais la Turquie qui je trouve, reculons de un an et demi, là, quand l'État islamique était aux portes, là, puis que les Kurdes se faisaient tirer dessus, puis qu'en arrière, la Turquie était là avec des tanks, puis ne voulait pas s'avancer parce qu'elle avait peur des armées, puis de faire pire que bien. Mais pendant ce temps-là, il laissait l'État islamique. Alors, ça rappelait Staline à Varsovie. Si toi, tu étais Kurde, là, je veux dire, la Turquie, tu dis, laisse faire. Quand on avait besoin de vous autres, vous n'étiez pas là. Je ne vois pas comment on peut s'entendre maintenant. Ouais. Alors, on a les forces étrangères européennes qui sont essentiellement contre Bachar al-Assad, sauf la Russie. La Russie, l'Iran, avec la Syrie, c'est un autre bloc. La Turquie qui est un peu le tampon de l'Europe face au monde arabe. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie, c'est des Ottomans de culture et non des Arabes. Ouais. Ce qui fait qu'il y a une bonne différence aussi avec le reste du Moyen-Orient, là, dont ils se protègent aussi. Moi, j'invite les gens à aller sur le site internet lemonde.fr. J'ai vu une petite capsule de 5 minutes
le conflit syrien en 5 minutes. C'est de toute beauté, c'est bien illustré, tu as une belle carte et tu vois que les intérêts sont religieux, géopolitiques. Il y a une question de sunnites là-dedans, puis de chiites. Il y a une question d'occidentaux versus les Russes. C'est je t'arrête pour aller voir ça. Je trouve que ça complète bien ça. Lemonde.fr, allez voir ça. Là-dessus, merci Patrice d'avoir encore été là, parce que c'est toujours intéressant. On dirait que je parle pas beaucoup quand tu es là. Tu as beaucoup de choses à nous dire, puis tu es bien informé, j'aime ça. J'adore ça. Merci à vous d'avoir été là. Si vous voulez nous rejoindre, écrivez-nous à tvldm9@videotron.ca ou allez sur notre page Facebook. Écoutez, vous allez pouvoir vous inscrire, voir toutes nos émissions, nous inscrire, avoir des infos. Là-dessus, nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau Qu'en pensez-vous? Au revoir. Alors bonjour, ici Guillaume Pétrin, animateur à TVLDM9. Manquez pas, la prochaine saison hiver 2016, au programme, plusieurs émissions, dont le bol d'or d'improvisation, Tout sur tout, Qu'en pensez-vous, Accès MRC, Capsule Espérance, Babillard TVLDM9 et les nouvelles émissions, les 12 travaux citoyens, Place aux saines habitudes de vie, Mon CFP, Électron libre et Rétro Hebdo. Mais ça fait bien trop d'émissions, tout ça, là! Hey, Sergent Biquette, mesdames et messieurs. Bonjour, Sergent. Mais là, Sergent, il faut que vous sachiez, nous, là, à TVLDM9, on est productifs. C'est quoi, vous allez me donner un ticket? Certain! Bon. En tout cas, manquez pas ça à partir du 1er février 2016. Stéphane Turcotte, technicien informatique. Tommy Dechaine, opérateur chez Résolu. Sébastien Morel, technicien en administration. Philippe Houd, technicien forestier. Carole Noël, estimateur. C'est sûr que concilier travail, famille, pompiers, ça demande des ajustements au début, là. S'assurer que si on part faire des commissions, c'est moi qui pars avec le bébé. Comme ça, s'il y a un corps, il peut y aller directement. Quand j'étais petit, je voyais les camions de pompiers, c'était merveilleux là, de voir ça, tu sais, puis je me suis toujours dit qu'un jour, je serais dans ce camion-là. Puis en vieillissant, on se rend compte qu'on développe peut-être une passion vis-à-vis ce métier-là. Même si on réussit pas à en faire un métier complètement, bien, on a l'opportunité dans des villes comme ici, bien, d'être à temps partiel. La formation est très stimulante, est bonne pour notre estime de soi. Je suis heureux de moi-même après un bon feu. On vient épuisé, mais content d'avoir fait notre travail. Savoir que ton chum est pompier, c'est rassurant. C'est sûr que ça donne des revenus de plus, ça c'est un avantage.